1er août 1960, 1er août 2019, 59 ans que le Bénin, ex-Dahomey, est devenu indépendant. 59 célébrations commémoratives du 1er août 1960. Ce jour, comme les autres 31 juillet des années précédentes, l'actuel président de la République du Bénin, son Excellence M. Patrice Talon, a délivré son message, que dis-je, son discours à la nation. L'exercice est certes habituel. C'est un discours ponctuel, un discours à la limite porteur d'un message de bonne fête de l'indépendance. Mais au-delà, quoi comprendre et que retenir de ces quelques minutes de parole du chef de l'État? Les années passent, les circonstances changent. Le discours du président Talon s'adapte-t-il aux conditions actuelles? Quels sont les gemmes d'espoir que porte l'exercice de ce jour? Pour mieux comprendre, nous allons essayer de décortiquer le discours dans son fond et dans sa forme. Amis téléspectateurs, bonsoir et bienvenue à votre rendez-vous. Entre les lignes du discours du président Patrice Talon, c'est bien là le thème de notre émission, votre mercredi politique de ce jour. Mes invités sont déjà confortablement installés dans ce studio, mais avant de les présenter, nous allons réécouter le chef de l'État, Patrice Talon. Béninoises, Béninois, chers compatriotes, la célébration de notre fête nationale chaque année nous donne l'occasion de nous souvenir de l'œuvre de tous ceux dont l'idéal, la lutte et les sacrifices ont porté notre quête de liberté et de dignité, puis notre exigence d'indépendance et de développement de la nation béninoise. Hier comme aujourd'hui, leurs souvenirs restent vivaces dans nos esprits et notre fierté envers eux ne faiblit pas. En renouvelant ce rituel républicain, nous exaltons les valeurs qui, depuis l'origine, nous caractérisent afin de les perpétuer de génération en génération. Ces valeurs font de nous un peuple brave et fier, un peuple travailleur et tolérant, dont la mosaïque, loin d'être un handicap, est une richesse vivifiante de notre développement commun. Et quand bien même, dans ce gratifiant vivre ensemble, viennent à survenir des épreuves, nous savons toujours nous retrouver, nous parler et conjuguer nos efforts pour repartir de l'avant, avec encore plus de foi en l'avenir. Tel est le ferment qui nourrit notre communauté de destin et nos certitudes de lendemain meilleurs. Mes chers compatriotes, notre processus de développement a besoin de la conjonction des énergies et des ambitions de tous. Il nécessite que parfois, face à l'âpreté des défis, nous allions plus vite que d'ordinaire. C'est justement pourquoi, depuis 3 ans, après le diagnostic posé sans complaisance, qui nous révèle nos faiblesses structurelles et nous place face à nos urgences, la dynamique que j'ai imprimée à l'action publique veut que nous fassions preuve de beaucoup plus d'efforts et d'ambition que par le passé. À cet égard, nous avons enregistré de bons résultats. Nous pourrions même dire, en toute modestie, que ce sont quelques prouesses quand on sait d'où nous sommes partis. Mes chers compatriotes, n'avons-nous pas fait un certain chemin en ce qui concerne l'électricité, l'eau, la santé, l'éducation, les actes de naissance, la sécurité dans nos contrées et sur nos routes, les routes intercommunales et interrégionales, l'asphaltage en cours dans nos quartiers, les pistes rurales, la production agricole, le football, etc. Ce sont là autant de repères qui témoignent des fruits de plus en plus visibles de nos efforts collectifs. Chers compatriotes, fort de nos avancées dans le domaine de l'identité des personnes et après l'assainissement du secteur de la microfinance, j'ai décidé avec le gouvernement de donner une plus vaste ampleur au programme de microcrédit aux plus pauvres. Ainsi, la dotation de 6 milliards de francs CFA affectée en mars dernier au microcrédit aux plus pauvres sera portée à 10 milliards de francs CFA au titre de cette même année 2019. Ce même montant sera reconduit chaque année pour le renforcement des fonds de microcrédit aux plus pauvres afin d'impacter toujours plus de bénéficiaires. Dans la même logique, j'ai décidé avec le gouvernement d'instituer un programme spécial d'insertion dans l'emploi. Ce programme consistera à recruter chaque année, à la charge de l'État, 2000 jeunes diplômés à placer dans des entreprises privées ou publiques sur une période de 2 ans, avec l'espoir qu'ils sauront se rendre utiles et efficaces pour se faire recruter à l'issue de la période d'insertion. Ou alors, qu'ils seront volés de leurs propres ailes dans l'auto-emploi. Ces initiatives à fort impact social constituent sans conteste
autant de preuves de la répartition équitable des fruits de la croissance économique qui elle-même, parce qu'elle est de plus en plus élevée, atteste que notre pays est effectivement entré dans une phase de développement soutenu. Nous pouvons nous en féliciter. Mais pour être davantage perçu, afin d'impacter plus encore nos conditions de vie, cette dynamique que soulignent et saluent tous les organismes internationaux spécialisés doit être maintenue et amplifiée. C'est à cette condition que nous pouvons espérer qu'en entrant dans son 3e âge l'année prochaine, le Bénin aura passé un palier pour s'inviter durablement dans le cercle des nations qui avancent. Le Bénin révélé serait ainsi irrémédiablement en marche. Le Bénin qui a besoin de toutes ses filles et de tous ses fils, y compris ceux qui, dans leur parcours, ont connu des moments de faiblesse au point d'entrer en conflit avec les lois de la République. Convaincu que l'énergie de ceux-là est aussi nécessaire à notre progrès, j'ai décidé d'accorder la grâce à ceux d'entre eux qui en remplissent les conditions. Je les invite, par conséquent, à se montrer désormais dignes de cette confiance de la République. Bonne fête nationale à toutes et à tous. Vive le Bénin! Voilà, nous l'avons tous écouté pour faire l'exercice du décryptage, pour faire l'exercice de la lecture entre les lignes de ces discours. J'ai dans ce studio 3 invités. Il s'agit déjà de M. Jérémy Bataheri. Bonsoir monsieur. Bonsoir monsieur Babatoundé. Je rappelle que vous êtes doctorant en droit public et acteur politique. Oui, c'est vrai ça. Merci d'avoir accepté l'invitation. C'est moi qui vous remercie. À ma droite, j'ai M. Julio Tometti, juriste, analyste politique. Bonsoir. Bonsoir Babatunde. Et pour clôturer ce plateau, nous avons l'honneur de recevoir M. Éric Martin Sangan, juriste consultant, membre de l'Union progressiste. Bonsoir. Bonsoir, cher ami. Juste pour planter le décor, on a tous écouté le président de la République, on a écouté ce discours qui était attendu de tout le peuple béninois. Finalement, le président a dit son discours. Juste un exercice en quelques secondes, M. Badaheri. Est-ce que, de votre avis, vous êtes satisfait dans l'ensemble? Oui, monsieur Babatunde, je tiens d'abord à remercier tous les responsables du parti politique Union progressiste et en particulier le président Amosou Bruno qui est l'un des monuments de la vie publique nationale et le président Abraham Zizindoué qui est chargé de la formation et tout le reste. Je pense que le discours du chef de l'État me convainc totalement. Il est resté très laconique, très précis. Il a mis le point sur les réalisations du gouvernement. Et puis, il a appelé le peuple béninois à fournir plus d'efforts. Il est resté dans sa logique depuis le discours de Parakou, où il a demandé au peuple de serrer la ceinture. C'est vrai, l'époque que nous traversons exige de chaque Béninois et de chaque Béninoise un effort gigantesque à fournir pour tenir le rythme des réformes que le président a imprimées à la République. Vous savez, dès son arrivée à la tête de la magistrature suprême le 6 avril 2016, il a hérité d'un pays dont la plupart des signaux étaient au rouge. Et il fallait prendre des mesures idoines pour rapidement remettre le pays sur les rails de développement. Et le président, depuis lors, ne s'est pas écarté de cette voie noble pour que le Bénin se porte mieux. Ok. Monsieur Julien Tomati, on va faire le même exercice avec vous. Comment est-ce que vous appréciez ce discours? Pour un tel exercice, il faut dire d'abord, il y a ce que nous attendons, ce que les concitoyens attendent, les sujets sur lesquels les Béninois attendent le chef de l'État et les sujets que le chef de l'État a choisi d'aborder dans son discours. Le Béninois aurait, s'attendrait à ce que... On discutera au fond de ce discours du président de la République, mais avant, je veux juste votre avis sur ce que vous avez entendu sur ce que nous avons entendu en général. C'est un exercice chaque année auquel le chef de l'État se livre. Il faut dire que d'une manière générale, il est resté dans sa posture. Il est resté l'homme que nous avons toujours connu. Je parle de la forme,
nous aurons le temps d'aller dans le fond. Les sujets cruciaux ont été abordés. Il y a une sorte de lumière qu'il a fait sur certains nombres de réalisations qui n'étaient pas jusque-là connues. Il y a eu des projections qu'il a faites, c'est une sorte de promesse ou bien une sorte de projet, une sorte de révélation qu'il fait aux Béninois sur ce que nous pouvons appeler le partage de la richesse nationale, parce que dans le discours, il a abordé le côté des femmes en ce qui concerne le microcrédit aux plus pauvres. Il est venu vers les jeunes en ce qui concerne le programme spécial d'insertion à l'emploi. Et il est resté dans la généralité pour finir par ce que nous connaissons traditionnellement, la grâce présidentielle qui concerne ceux qui sont, comme il lui-même l'a dit, en conflit avec la loi et qui remplissent ces conditions pour la filière. Donc, le chef de l'État est resté dans la procédure du président de la République. Donc, c'est un exercice, c'est louable. D'accord, nous aurons le temps d'aller dans le fond pour apprécier. Monsieur Sangan, est-ce que vous êtes satisfait? Oui, je suis complètement satisfait. Comme à son habitude, en 6 petites minutes, le président Patrice Talon a dit de façon précise tout ce que nous attendons de lui. Il est même allé plus loin dans ses projections et dans sa volonté d'amélioration du quotidien du Béninois. Il n'a pas occulté le panier de la ménagère. Parce que quand vous impactez les femmes, vous impactez le panier de la ménagère. Il n'a pas occulté non plus l'emploi des jeunes. Et enfin, nos frères qui sont tombés au travers de nos lois ont pu une fois encore bénéficier de cette grâce que seul le président de la République peut accorder. Je souhaite comme lui que ceux-là tirent les leçons nécessaires de leur séjour dans les milieux carcéraux et ne retombent plus dans les travers des mêmes lois. Et je profite de l'occasion pour demander à ceux qui, d'une manière ou d'une autre, se sont soustraits à cet exercice, se sont soustraits à la manifestation de la vérité à travers un jugement équitable, de se soumettre, de venir se présenter, si tant est qu'il ne se reproche rien. Même s'il se le reprochait, nous venons de constater qu'il y a toujours des possibilités de leur dire, vous avez fauté, nous vous comprenons, nous vous en faisons grâce, nous vous pardonnons. Évidemment, je reste avec vous. On se souvient bien qu'à l'exercice de 2016, toujours dans le discours, le président de la République demandait de serrer la ceinture. En 2017, il a exhorté les Béninois à un peu plus de patience. Mais en 2018, il s'est réjoui avec toute la population du démarrage des grands projets et que tout ce qu'on avait projeté ait commencé par porter ses fruits. Mais en 2019, qu'est-ce qu'on peut retenir? En 2019, nous pouvons retenir que les chantiers lancés en 2018 poursuivent leur petit bonhomme de chemin et se concrétisent. Certains sont même en fin de réalisation. Aujourd'hui, nous n'avons plus de difficultés d'électricité comme par le passé. Aujourd'hui, l'accès aux soins de santé est beaucoup plus rassurant chez nous au Bénin. On a beaucoup plus de facilité. On a beaucoup plus de facilité. On a beaucoup plus de garanties sécuritaires à aller vers les centres publics de santé aujourd'hui. Et même quand on va vers le privé, nous savons qu'on va vers des professionnels. Donc on veut ou non, des actes ont été posés et ces actes-là sont en train de porter leurs fruits. Des réflexions étaient en cours sur ce qu'il a appelé programme spécial d'insertion des jeunes depuis. Ces réflexions, nous constatons qu'aujourd'hui, elles sont portées les fruits. Et très bientôt, la structure chargée de la mise en œuvre de ce programme-là va lancer la levée de contingence et 2000 jeunes béninois pourront aller faire l'expérience professionnelle. Moi, je suis progressiste et j'estime que ce que nous nous demandons, ce que nous nous exigeons de tout pouvoir, c'est le social. Et là, nous constatons que des pas de géants sont en train d'être faits, même si nous ne sommes pas encore complètement satisfaits, même si nous demandons encore un peu plus d'efforts. Nous saluons quand même les efforts, nous saluons la démarche, nous saluons les réalisations du gouvernement et nous l'encourageons à aller plus loin. Monsieur Tometi, dans les propos du chef de l'État,
On a écouté à l'entame dire que face à certains défis, il faille aller un peu plus vite que prévu. Et quand on voit un peu les reproches qui lui sont faits, c'est que le chef de l'État ne consulte pas beaucoup et il prend des décisions. Est-ce que ce n'est pas quelque peu une réponse à ces personnes qui voudraient aller aussi lentement, vu que le chef de l'État lui a des objectifs à atteindre et qu'il a des stratégies à mettre en œuvre afin d'atteindre ces objectifs qui, du moins, sont dans l'intérêt du peuple béninois? Oui, ce que nous attendons, ce que l'on peut attendre d'un chef de l'État, ce que les acteurs politiques dans leur globalité peuvent attendre d'un chef de l'État, c'est une plus large concertation, une plus large collaboration dans les prises de décision, dans les initiatives. Mais le chef de l'État lui a précisé que face à l'ampleur des défis, il faudra aller plus vite. Et vous savez, lorsqu'on doit prendre en compte la chaîne décisionnelle, s'il faut chaque fois prendre en compte tous les avis, les analyser, les peaufiner afin d'aboutir à une action, ça ralentit l'action publique. Le chef de l'État a voulu justifier tout ce qu'il a apposé par le passé comme acte et il a même insisté sur le point de ce que il faudrait que cette démarche soit amplifiée. Ça veut dire quoi? De ne pas s'attendre à ce que le chef de l'État change de posture demain ou après-demain. C'est-à-dire quoi? Cette démarche sera encore plus amplifiée. Chaque fois qu'il lui apparaîtra nécessaire de poser un acte donné, il ira dans, si je peux dire, beaucoup plus vite. Parce que ce qu'il vise, c'est le bien-être commun. Sauf que nous sommes dans une démocratie et nul n'est jamais seul assez éclairé pour trouver les solutions qui nous concernent tous. De sorte que nous aurions suggéré, nous aurions aimé que le chef de l'État, peut-être d'une certaine manière, ouvre un peu la brèche, même si peut-être pas dans l'action, ça ne serait pas exactement le cas, mais ouvre un peu la brèche dans le sens de la collaboration, pour que les uns et les autres puissent d'une certaine manière trouver le mécanisme pour approcher les sphères de décision, histoire de déposer leurs propositions. Parce que ce qui se passe actuellement, c'est quoi? N'attendez pas trop de nous que nous vous écoutons. N'attendons pas trop de nous que nous prenions en compte toutes vos désidératas parce que nous avons envie d'évoluer et de vite évoluer pour atteindre nos objectifs. Maintenant, sur les objectifs, on en reviendra. Au bout, est-ce que les objectifs ont été atteints? Est-ce que le Béninois est satisfait de la gouvernance actuelle? Nous aurons le temps d'apprécier. Monsieur Padaheri, le chef de l'État qui, toujours à l'entame de ses propos, dit que nous arrivons toujours à nous entendre, la cohésion nationale se retrouve toujours malgré tout. Et n'est-ce pas une sorte d'aveu du chef de l'État qui reconnaît tout de même qu'il y a des soucis dans le pays? C'est vrai, monsieur Babatunde, le chef de l'État n'est pas un triomphaliste. Vous savez, il a pris une posture modeste. C'est vrai, le gouvernement a engrangé beaucoup de points, de bons points, mais il y a eu quelques couacs avec le fonctionnement, le vivre ensemble. Et il dit que le problème, ce n'est pas d'avoir des couacs dans le pays, mais c'est de pouvoir se mettre ensemble pour les surmonter, pour aller un peu de l'avant. Toujours dans la vie d'un peuple, il y a des difficultés. Maintenant, le plus important, c'est que le peuple puisse puiser dans son fond intérieur les ressources nécessaires pour surmonter ces difficultés. Et c'est à cela que le chef de l'État nous appelle. Il en a conscience, il en a pris la mesure. Il dit que malgré tous les couacs qui peuvent nous mélanger au sein de la société, nous avons la capacité de les surmonter, nous avons la capacité de nous entendre, nous avons la capacité d'aller plus loin ensemble. Et je pense que ça, c'est un appel fort sur lequel il faut insister et dire aux autres qui ne se retrouvent pas ou qui ne veulent pas se retrouver dans la gouvernance actuelle, de faire des efforts pour saisir la main tendue du chef de l'État pour que nous puissions construire ensemble notre pays. Nous n'avons qu'un seul pays et le seul d'ailleurs. Il faut que nous le construisions dans la paix pour que les générations futures puissent être fières de ce que nous allons leur laisser. Monsieur Tomati, vous parliez tantôt des réalisations, des objectifs que le chef de l'État voudrait atteindre en allant un peu plus vite. Parlant de ces réalisations, est-ce qu'en 3 ans ou en 3 exercices de discours, est-ce que tout ce qui a été promis n'a pas été fait ou n'a pas eu
Il n'a pas connu un début de commencement. Je voudrais, vous me permettez, aller sur un élément rapidement avant de revenir à votre question. Vous savez, dans la posture du chef de l'État, c'est vrai, c'est l'homme que nous avons toujours observé. Nous sentons que le corps est resté tel qu'il a toujours été, un corps rigide. Un champ lexical à la limite régalien. Et c'est une posture qui montre qu'en apparence, il a toujours le contrôle des choses. Il n'a pas suffisamment mis l'accent sur les mots. Sur les mots, peut-être ce que mon cher ami a appelé tout à l'heure les couacs. Il n'a pas mis suffisamment l'accent. Mais pas du tout alors. Parce qu'il n'a pas voulu leur donner. N'est-ce pas un choix qu'il a fait? Oui, c'est un choix qu'il a fait. Et en tant que gouvernant, c'est un choix réfléchi. Parce que à trop déporter d'importance aux mots, c'est comme une manière de les cultiver. C'est comme une manière de les remémorer à la mémoire collective. Est-ce que ça nous fait avancer ou pas? Quand j'ai fini de dire ça, je reviens à votre question. Est-ce que tout ce qui nous a été promis, jusque-là, nous sommes en train de l'observer? Je peux dire oui. Oui, en ce sens que les promesses qui ont été faites n'ont pas été définies dans le temps. On ne nous a pas dit qu'en un an je ferai ci, en 2 ans je ferai ci, en 3 ans je ferai ça. Et donc il faudra attendre les 5 années de gestion pour pouvoir faire une application globale. Mais déjà, nous pouvons constater, comme le chef de l'État l'a dit, et comme tous les Béninois peuvent le constater, qu'il y a un certain nombre d'efforts qui ont été faits dans les domaines donnés. Le domaine de la santé, la question des médicaments, la question des pharmaciens, la question de la régularisation en fait, de la fonction d'agents sanitaires, les questions d'éducation, les questions sécuritaires que nous font beaucoup, le chef d'État en a cité, et à terme, s'en est même félicité. Mais en vérité, est-ce qu'il devrait s'en féliciter? C'est là parce que, comme on peut s'en rendre compte, tant que vous n'êtes pas encore au bout de vos réalisations, tant que le dernier Béninois n'est pas encore satisfait de ce que vous lui avez promis, il n'y a pas lieu à se satisfaire. Parce que oui, mais dans le contexte d'un pays, on ne peut pas contenter tout le monde. Quand vous dites que lorsque le dernier Béninois n'est pas encore satisfait, on ne saurait se féliciter. Il y a quelque chose qui a été fait. La posture d'un chef d'État, oui, c'est que l'idéal, c'est que le dernier doit être satisfait. Et en se fondant sur cette réalité-là, on doit s'éviter de se féliciter assez tôt. Parce que lorsqu'on se félicite, moi je ne me retrouve pas dedans, même peut-être que mon bonheur vient demain. Mais je ne l'ai pas encore, je ne sais pas si ça va venir demain. Mais vous, si vous vous félicitez aujourd'hui, c'est comme si peut-être, comment dire, on a déjà atteint l'Eldorado et qu'il ne reste plus rien à faire. Qu'est-ce que je deviens donc? Donc, la prochaine chef de l'État, c'est l'idéal de rechercher la satisfaction le bien-être de l'ensemble, même si nous savons que c'est un idéal qu'on peut difficilement atteindre. Et M. Sagan, lorsque nous sortons d'une situation, je vais parler de la crise post-électorale, lorsque nous sortons d'une situation de ce genre, est-ce que c'est le discours à tenir quelques mois plus tard? Oui, avant d'en arriver là, je voudrais demander à mon frère Thomatin si nous avons suivi le même discours et si c'est le même monsieur que nous avons écouté. Parce que moi, je n'ai pas lu. À travers ce message de l'État, un message d'autosatisfaction. Non, mais c'est normal que quand on fait du chemin, que l'on reconnaisse que du chemin a été parcouru et qu'il reste encore du chemin à faire. Il n'a pas dit à partir de maintenant, nous croisons les bras. S'il avait dit, bon, tout est fait, j'ai réalisé mon programme, c'est pas fait, je serais complètement en phase avec mon ami Tometi. Mais il n'a pas dit ça. Et on ne peut pas lui reprocher de faire le point de ce qui a été fait et de s'en réjouir, parce que c'est un parcours. Ce n'était pas évident. On ne lui avait accordé, les Béninois ne lui avaient accordé aucun capital, ne lui avaient accordé aucune confiance. Tout le monde disait ici que ça ne se réalisera pas, c'est de l'utopie, c'est de la démagogie. Mais ça a commencé par germer, ça est en train de prendre forme. Il faut reconnaître ça. Il faut reconnaître ça. Pour revenir à votre question, moi j'ai toujours dit qu'en réalité il n'y a pas eu crise. Et on n'a pas, le Bénin
n'a pas connu de crise majeure. Toute période électorale est sujette à cette psychose-là, à cette hantise, à cette inquiétude que ça ne bascule, qu'il y ait des échauffourées par-ci, par-là. C'est le contenu qu'un certain nombre d'acteurs politiques ont donné à ce processus, à l'aboutissement de ce processus électoral-là, qui nous a fait vivre malheureusement ce que nous avons vécu les 1er et 2 mai à Cotonou, et un peu plus tard vers Parakou à Tchaourou. C'est un comportement à déplorer. Ce n'est pas le peuple qui s'est soulevé, non, c'est des individus, qui ont été instrumentés pour saboter le processus démocratique béninois. Mais ils n'ont pas réussi. Ils n'ont pas réussi, et nous souhaitons que à l'avenir, nous ayons des comportements beaucoup plus citoyens, des comportements beaucoup plus responsables. C'est pour vous dire que je suis complètement en phase avec le message du chef de l'État, qui a délivré un message de responsable, un discours de père de la nation, conscient de ce que on ne bâtit pas une nation sur les mots, comme il a dit, et il vaut mieux survoler un certain nombre de petits problèmes pour s'attaquer aux besoins les plus fondamentaux de la population. Merci. Et M. Pataheri, parlant de cette grâce présidentielle qui a été offerte à une certaine catégorie, cela sera défini plus tard, ceux qui pourront bénéficier de cela. Est-ce que dans le contexte ou la situation d'où nous sortons, la majorité de la population ne s'attendrait pas à ce que, plutôt que ce soit une grâce comme on l'a fait les années, et qu'on puisse le faire à l'endroit de nos hommes politiciens qui se retrouvent à l'extérieur, comme quoi étant en exil? Oh, merci. Et je pense qu'avant de bénéficier d'une grâce, il faut auparavant avoir fait l'objet d'une condamnation. Si vous n'avez pas été condamné, comment vous allez bénéficier d'une grâce? C'est vrai donc que nos frères qui sont à l'extérieur, qui sont recherchés par la justice béninoise, tant qu'ils ne se présentent pas devant cette justice pour faire valoir leurs arguments, nous avons une justice indépendante. Qu'ils viennent et qu'ils répondent de ce qu'on leur reproche. Si la justice arrive à établir qu'ils ne sont pas coupables, ils seront libres de leur mouvement. Maintenant, au cas où ils seraient condamnés, il plaira bien au chef de l'État de leur accorder cette grâce. Donc, s'ils ne sont pas venus, je ne sais pas comment est-ce que ça va se passer, parce qu'il faut quand même venir répondre. Maintenant, si vous êtes blanc, ben, vous passez. Maintenant, s'il y a quelque chose que vous avez fait de mal, si vous êtes condamné, le chef de l'État peut, en vertu des pouvoirs qui lui sont conférés, vous accorder cette grâce. Donc, je pense que là-dessus, il n'y a pas de problème. Pour le moment, ils ne sont pas là, donc on ne peut pas parler de ça. Il faut qu'ils viennent répondre devant la justice béninoise. Abondant sur le sujet que M. Tometi a développé tout à l'heure, c'est vrai. Tout le monde sait que toute réforme dérange quelque chose ou quelqu'un. Et rechercher l'unanimité, c'est se condamner à l'immobilisme. Le président de la République a été élu sur la base d'un programme bien précis qu'il a ficelé, qu'il a défendu lors de la campagne présidentielle. Et je pense que si vous regardez ce qui est mis en œuvre actuellement, vous allez constater que c'est intégralement son programme d'action, son projet de société qu'il est en train de dérouler. Donc, il ne s'est pas écarté de ce qu'il a promis. Et il sait qu'il doit être évalué à la fin de son mandat. Donc, il doit aller très vite. C'est vrai, il est le seul qui va répondre de la gouvernance. Donc, pour cela, je pense qu'il est suffisamment responsable et des choix qu'il opère. Vous savez, le président américain Roosevelt a dit en son temps que les États-Unis avaient besoin de réformes. Et il dit ceci, que c'est un programme de bon sens, que d'essayer une méthode. Et si elle échoue, de le reconnaître franchement et d'essayer une autre méthode. Mais avant tout, il faut essayer quelque chose. On ne peut pas reprocher au chef de l'État de dérouler son programme de société parce que il doit aller très vite parce qu'il a promis beaucoup de choses. Et vous savez qu'en matière de gouvernance, le temps n'est pas l'allié, un allié fidèle. Il faut vraiment aller très vite parce que les défis sont nombreux et il faut en tenir compte pour aller très vite
est bien. C'est ça le problème. C'est vrai, les gens, la plupart disent que le président ne consulte pas, mais il a son staff avec lequel il travaille. Donc je pense que la meilleure manière de l'évaluer, ça sera à la fin de son mandat, et les populations diront oui, vous nous avez promis ceci, vous avez fait, vous avez fait, vous avez fait. Voilà ce que nous disons de votre gouvernance. Vous le savez, qu'avec Albert choisait que l'idéal est pour nous ce que l'étoile est pour les marins. Il ne peut être atteint, mais il demeure un guide. Le chef de l'État a un idéal. Et cet idéal, c'est qu'il faut arriver à construire la prospérité générale pour que le Béninois puisse manger à sa faim. Il faut arriver à révéler le Bénin. Il faut révéler le Bénin, oui, et dans le bon sens. Voilà. Voilà. Monsieur Tometi, beaucoup de réformes ont été entreprises. Les résultats au niveau de l'éducation, nous les avons vus. Les résultats dans le domaine de la sécurité sont là. Les résultats au niveau du secteur de la santé, on l'a vu aussi. Mais parlons de l'emploi. L'emploi, depuis un bon moment, on reproche au chef de l'État qu'on n'organise pas de concours de recrutement, que les jeunes sont plus ou moins au chômage. Après mûre réflexion, aujourd'hui, on a cette information plus ou moins officielle que 2000 jeunes seront recrutés aux frais de l'État pendant 2 ans. Ils resteront dans les entreprises privées ou publiques, quitte à la fin pouvoir se prendre en charge ou s'insérer dans ces entreprises. N'est-ce pas une bonne nouvelle, ça? Oui, c'est une bonne nouvelle. C'est une bonne nouvelle. Et je félicite ceux qui ont pensé ce programme-là, sauf que ça ne me paraît pas comme trop nouveau. Ça me paraît comme peut-être une autre forme du programme qui continue d'être expérimenté, de l'Agence nationale de la promotion de l'emploi, de l'ANPE, où on place les jeunes sortis des universités dans des entreprises publiques ou privées pour 3 mois, pour 6 mois, après c'est reparti à 1 an. Et le problème fondamental qui s'est posé dans l'évaluation de cette politique-là, c'est que deviennent ces jeunes après. Est-ce que je me demande, est-ce que les statistiques ont été réalisées pour 100 jeunes placés pendant 6 mois, qu'est-ce qu'ils deviennent? Le chef de l'État a précisé que à la fin de cette expérience, de ce programme de 2 ans, ceux qui peut-être auront impacté leur milieu peuvent être recrutés et les autres iront à l'auto-emploi. Et comment, sur la base de quelle forme ceux-là peuvent être recrutés? Je ne pense pas que le chef de l'État soit dans une posture d'indiquer une démarche au privé. Je ne pense pas qu'il soit dans une posture de dire au recrutement de la fonction publique si peut-être au moment de recruter, il faut prioriser ces jeunes-là par rapport à ceux qui n'auront pas bénéficié. Parce que ça sera sélectif. Tous ceux qui voudront aller dans ce programme, nous n'avons pas encore le programme, mais ce sera sélectif. C'est pour dire quoi? C'est pour dire que nous avons expérimenté une forme de ce programme-là. Est-ce que ce programme, le programme antérieur de l'ANPE, a été évalué? J'espère que la version de ce programme spécial soit l'élément amélioré de ce que nous avons connu pour que des jeunes qui se sont retrouvés dans un emploi, dans une posture d'employabilité au bout de 2 ans, peut-être touchent peut-être 50 000, 100 000, se retrouvent à la maison sans rien faire, sans même avoir peut-être la capacité d'entreprendre, parce que l'entrepreneuriat c'est encore une autre réalité, c'est encore une autre réalité que ces jeunes-là devront affronter. Donc ce n'est pas une garantie en soi. Que veut le Béninois actuellement? Nous avons 2 choses. Vous savez, dans ce pays, j'ai parlé de ça une fois sur votre plateau ici, le Parlement a légiféré, a pris une loi, par exemple la loi sur l'embauche. Je ne cesserai jamais de le dire. Parce que ce qui avait été défendu par rapport à la loi sur l'embauche, c'est pour impacter, pour inciter les investisseurs à venir, pour recruter en masse, pour que l'investisseur en voulant recruter n'ait pas la peur du lendemain, parce qu'on a rendu très flexible les conditions de rupture du contrat de travail. Parce qu'on a estimé que ce sont ces éléments-là qui font que les entreprises ont du mal à recruter, parce que les charges à la fin, à la rupture du contrat de travail sont énormes pour l'entreprise. Maintenant, depuis qu'on a pris la loi, ça fait un peu plus de 2 ans, qu'est-ce qui a été fait? Est-ce qu'on a pu voir que le taux d'employabilité a augmenté? Est-ce qu'on a fait des statistiques pour se rendre compte que peut-être le boom en termes de recrutement dans le privé a augmenté? Je ne sais pas.
dans le public, qu'est-ce que les gens recherchent? Quand vous questionnez au niveau de l'administration, ce n'est pas que le besoin n'existe pas. Le besoin existe. Oui. Le besoin existe. Mais pourquoi ne recrute-t-on pas? Pourquoi cherchons-nous d'autres chemins pour, de cette manière, voiler le mal qui est à notre porte, le mal qui nous menace au quotidien? Moi, j'aurais opté. En parlant du recrutement dans la fonction publique, le chef de l'État l'a maintes fois expliqué ici que les charges en matière salariale évoluent et que le Béninois prend désormais l'entreprise publique, il prend l'emploi public comme une fin en soi et ça s'arrête là. Non, mais le problème a été réglé avec la loi que je viens d'évoquer tout à l'heure. Parce que le fonctionnaire ne se considère plus comme étant dans une position peut-être indétrônable. Donc la question a été réglée. Et les réformes au niveau de l'administration aujourd'hui permettent à ce que l'argent soit beaucoup plus efficace qu'il n'a été que par le passé. Parce que vous savez, cet argument avait été évoqué depuis peut-être le régime Boni Yahi, où avec les syndicats, à un moment donné, on a dit nous avons franchi le taux de recrutement que les organismes et les institutions internationaux nous ont fixé. Et donc par rapport à ça, on ne peut plus augmenter, on ne peut plus augmenter le nombre d'agents publics, on ne peut plus augmenter l'indice salarial. Donc ce problème-là n'est pas d'aujourd'hui. La question que je pose, est-ce que le besoin existe? Est-ce qu'il y a des gens qui ont cette compétence qu'on peut recruter? C'est tout le problème là. Pour moi, ce n'est pas la peine de prendre des gens, les mettre dans une position de précarité, au bout de 2 ans, prendre quelqu'un d'autre, sans pour autant mettre un mécanisme en place qui permet d'absorber tous ces 2000 là qu'on nous a évoqués. M. Sandan, M. Tobeti semble avoir une appréhension par rapport à cette information de recrutement de 2000 jeunes qui seront placés dans les entreprises. Je comprends la fougue et la détermination de M. Tobeti à coûte que coûte d'Arda, contraindre le gouvernement à lancer des recrutements massifs. Je le comprends d'autant plus que notre école, notre système éducatif nous prédispose à ça. Mais pour nous qui avons eu la chance de n'avoir jamais été recrutés dans la fonction publique et d'être parvenus, d'avoir pu nous réaliser ou soit sommes en train de nous réaliser. Pas pour vous couper, tout à l'heure vous avez dit pour vous qui aviez eu la chance de n'avoir pas été, de n'avoir jamais été recruté. Parce qu'au fond, nous avons l'impression, quand certaines personnes parlent, nous avons l'impression que l'emploi, la fonction publique est une source de richesse. Et je pourrais dire ici que tout fonctionnaire honnête ne sort jamais de la fonction publique riche. Alors, il va falloir que nous encouragions nos jeunes à l'auto-emploi et à l'entreprise. Il n'y a pas de disposition, il n'y a pas de disposition particulière. Tout le monde, moi je suis sorti de l'université, j'ai fait le droit. Mais je suis rentré dans la vie publique. Mais je m'en sors jusqu'à aujourd'hui. Je n'ai pas encore manqué mon pain quotidien. Et je vous dis, je n'ai jamais acté à un concours dans la fonction publique. Jamais. Ça ne m'a jamais tenté. Donc je dis, c'est vrai que pour certaines personnes, il faut forcément passer par là. Donc, nous devons commencer par éduquer nos enfants, par dire à nos enfants, la richesse n'est pas forcément là-bas, le bonheur n'est pas que dans la fonction publique. Commencez par penser à ce que vous ferez vous-même après être allé à l'école. Parce qu'il ne sert en réalité à rien d'être allé à l'école. Quand vous sortez des universités, c'est que vous êtes capable de créer. C'est pourquoi on va à l'université. On ne sort pas de l'université pour commencer par commander l'emploi. On ne sort pas de l'université pour croiser les bras et dire on ne m'a pas recruté, il faut qu'on me recrute. Et aujourd'hui, le programme d'insertion ou de préinsertion des jeunes, c'est un programme d'initiation, c'est un programme d'entraînement, c'est un programme de formation à l'emploi, en réalité. Quand ils iront au charbon, quand ils iront apprendre comment servir, comment commander, comment employer, il leur sera plus facile de s'auto-employer eux-mêmes. Moi j'estime, s'il faut encore qu'on désengorge le public pour donner plus de chances au privé, moi je suis complètement d'accord. Il ne sert à rien, d'engorger, de recruter plus qu'il ne faut, parce que nous voulons satisfaire des citoyens
en mal d'emploi. Nous devons former des citoyens capables de créer d'emploi, de donner de l'emploi à d'autres. Et c'est à ça qu'il faut qu'on aboutisse. C'est en cela que moi je salue le programme, parce que je connais un peu ce programme. Je sais de quoi il s'agit et je sais à quoi cela va aboutir. C'est vrai, on va les prendre pour 2 ans, ils seront pris pour 2 ans, ils vont aller au charbon pendant 2 ans. Je crois que ça doit être des contrats d'1 année renouvelables une fois. Mais ce n'est pas que 2000. Ils vont peut-être prendre 2000 cette année, mais l'année prochaine, ils prendront encore 2000. Et ça va suivre. Ça va suivre. Donc, c'est de toute façon des initiatives à encourager. Et il faille. Ce que j'aurais aimé que mon frère Tom Etienne dise ou propose, c'est qu'il demande au gouvernement de créer les conditions pour qu'au sorti de cette phase expérimentale, ces jeunes-là puissent bénéficier de l'accompagnement nécessaire si tant est qu'ils veulent s'installer. Maintenant, il n'a jamais été dit qu'on va les envoyer que dans le privé. Ils iront dans les entreprises publiques et privées. Et le contrat doit être clair. Pour qu'un privé en bénéficie, on doit pouvoir lui dire, oui, si nous vous envoyons 20, il va falloir que vous en reteniez au moins 5-6. S'il n'y a pas ces mesures d'accompagnement, on n'aura pas l'impact, on n'aura pas l'effet attendu de ce programme-là aura échoué. Mais je parie, puisque je sais, j'ai participé à un certain niveau à la réflexion dans ce programme-là, je sais de quoi il s'agit, et je sais que tout a été prévu pour que ces jeunes qui seront pris cette année-là ne vivent pas cette expérience de prépa, de l'ANPE. Ils ne vivront pas cette expérience-là. Et même ceux qui seront encore pris dans le cadre de la NPE verront leur expérience améliorée et auront plus de chances de se prendre en charge à la fin de leur contrat. M. Polaheri, le président de la République, a à cœur l'auto-emploi, il a à cœur l'insertion des jeunes diplômés, mais en même temps, il pense beaucoup aux femmes, à l'auto-emploi des femmes, lorsqu'on sait que ce sont ces personnes-là qui sont plus ou moins dans le petit commerce. Le chef de l'État décide de faire passer la cagnotte de 6 milliards à 10 milliards à compter de 2019. C'est vrai. Il faut dire que le combat le plus difficile en matière de gestion, c'est celui qui est mené en matière de changement de mentalité. Nous avons grandi dans un espace culturel qui nous a tout le temps fait croire que tant que vous n'êtes pas passé par la fonction publique, vous n'êtes encore rien. Et il est grand temps que nous puissions opérer un changement de paradigme. Vous savez, ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile d'opérer ce paradigme parce que celui qui est allé à l'école et on attend. Est-ce que ce quelque part, ce n'est pas le système éducatif tel qu'il est actuellement? J'en viens, c'est vrai, il faut revoir les curricula de formation et évidemment revoir même l'enseignement dès le cours primaire. Il faut commencer par mettre l'accent sur l'agriculture, l'économie verte. Vous ne pouvez pas, à l'état actuel, voir un élève ou un enfant. Regardez un peu comment ça fonctionne. Quand on vous punit à l'école, les instruments qu'on vous donne pour le travail de corvée, c'est soit la roue ou le coupe-coupe pour défricher et pour sarcler. Vous voyez, quand quelqu'un vit ça depuis l'école, depuis le collège, il voit ça comme une corvée et quand il finit ses études, il trouve rien, il dit bon, il y a de l'argent, venez vous reconvertir dans l'agriculture. Ils viennent, mais ils n'arrivent pas à faire le pas parce que c'est dans la tête que ça se joue. Il a déjà vu ces instruments comme des instruments de corvée. Comment est-ce que ces instruments de corvée peuvent devenir des instruments de salut? Donc, il faut forcément arriver à formater la tête pour que nous puissions revoir comment est-ce que nous allons penser la question de l'emploi. Parce que c'est une question cruciale. Vous savez, tous les dirigeants savent que avoir une grande jeunesse, une grande masse de jeunesse, c'est bon, mais c'est en même temps une bombe. Parce que si on n'arrive pas à occuper cette jeunesse, elle va se pervertir. Et alors que tout le monde sait que la jeunesse est le fer de lance d'une nation. Donc, il va falloir qu'on revoie le système éducatif en y insérant plus des matières pratiques. Peut-être aller plus dans le domaine professionnel, c'est-à-dire créer plus
d'écoles, de centres de formation professionnelle. Et pour que nous puissions aller dans ce sens, pour qu'il y ait, j'ai entendu les gens se plaindre que d'ici quelques années, il n'y aura plus de mécaniciens pour réparer les motos, pour réparer les voitures, des couturiers, il n'y en aura plus. Parce que tout le monde veut rester dans le bureau. Donc voilà un peu la situation que nous avons. Et on voit ces métiers comme des métiers de ceux qui ont échoué. Exactement. Ce qui n'est pas une bonne lecture. Et venant donc à la promotion des femmes, vous êtes dans la droite ligne du chef de l'État, parce que la femme, c'est elle qui tient le foyer en grande partie. Parce que si la femme est épanouie, le couple est épanoui, la famille est épanouie et la société est épanouie. Si la famille ne se porte pas bien, la société va prendre un coup. Donc, augmenter la cagnotte de la microfinance aux plus pauvres, je pense que c'est une bonne chose qu'il faut saluer. Et j'invite le gouvernement à vraiment mettre de l'accompagnement pour que ces femmes puissent vraiment utiliser à bon escient l'argent qu'on mettra à leur disposition, pour qu'elles ne prennent pas cet argent pour aller payer des pagnes pour des cérémonies ou pour autre chose. Donc il faut que cet argent serve réellement ce pourquoi il a été mis là. Et il faut des garde-fous pour que l'argent public ne soit pas utilisé à d'autres fins auxquelles il est destiné. Donc je pense que donner des moyens aux femmes, c'est vraiment travailler dur pour que nos familles tiennent debout, pour que nos sociétés rayonnent. C'est cela. Parce que si la société ne rayonne pas, le gouvernement n'aura pas la quiétude. Et tout bon gouvernement veille à ce que ses citoyens se portent mieux. Donc la femme, donc vous savez tous, nous savons tous que la femme, c'est un maillon essentiel dans le développement. Il faut travailler pour qu'elle ait accès à la terre, il faut travailler pour qu'elle ait accès aux moyens de production, et sans ça, on ne peut pas décoller pour une représentation quand même de la population nationale très élevée. Les femmes sont les plus nombreuses, il faut quand même les aider à aller de l'avant. Je pense que c'est très louable ce que le président de la République a décidé de faire. Donc il faut même, s'il y a des ressources, aller augmenter au-delà des 10 milliards pour que nous puissions avancer. Monsieur Tometi, le président de la République qui décide de faire passer la cagnotte de la microfinance de 6 à 10 milliards. Oui, c'est très louable, comme l'ont dit mes prédécesseurs. Ça va dans la droite ligne de la politique gouvernementale qui a commencé d'abord par assainir le paysage de la microfinance. A commencé par réformer cette forme-là de microfinance que nous avions connue par le passé. Donc, je me réfère toujours au préalable pour dire, en tenant compte de ce passé-là et de tout ce qui a été fait, c'est louable que la cagnotte soit augmentée. Et ce serait bien, comme l'a dit mon prédécesseur, que des mesures d'accompagnement en termes de coaching, en termes de formation, soient faites à l'endroit de ces femmes-là, pour que ces ressources qui sont des ressources publiques soient utilisées à bon escient. Et que si éventuellement, malgré tout ce qui a été mis en place, s'il y a de ces administratifs, de ces gestionnaires, que je peux dire véreux, qui d'une certaine manière pourront chercher à détourner de manière ou d'une autre ces fonds, il faut que des mesures soient prises pour que nous n'entendons pas ce que nous avions entendu par le passé par rapport à ce programme-là. Maintenant, l'autre chose pour finir, je voudrais dire par rapport au programme de microfinance aux plus pauvres, il y a un déficit de communication. Un déficit de communication parce que des fois vous entendez les femmes, certaines vous disent, mais qui est-ce qui sont ceux qui en bénéficient? Bon, moi je n'ai pas bénéficié, ma voisine n'a pas bénéficié, on se demande qui est-ce qui en bénéficie. Donc il faut peut-être pas dans la propagande comme on l'a connu par le passé, mais il faut un minimum de communication pour que les femmes aient l'information, pour que les femmes puissent savoir à qui s'adresser, vers qui il faut aller pour bénéficier de cet accompagnement-là. Oui, ce sera là une des propositions que vous faites déjà au président pour l'accompagner dans la réalisation de son programme d'action. Monsieur Ségan, nous avons pris par le temps, juste votre dernier mot. Le Bénin est sur le bon chemin.
je crois que c'est pas mon frère Tométien et M. Pataeli qui me démentirait. Nous devons nous y encourager. Nous devons désormais faire les comportements citoyens nécessaires à l'éclosion, aux véritables éclosion de notre pays. Je ne voudrais pas quitter ce plateau sans ramener à notre esprit l'exploit que notre équipe nationale est allée faire à la dernière CAN. Le président de la République l'a rappelé. Depuis 1960, nous n'avons jamais vécu ça. Mais il a simplement suffi que l'on ferme les goulots d'étranglement, que l'on célèbre les valeurs et qu'on donne à chacun selon ce qu'il mérite. Qu'on mette le béninois. Ce n'est pas des extraterrestres qui sont venus jouer. Hein. Ce n'est pas des Brésiliens qui sont venus jouer. C'est des Béninois qui ont joué. C'est les mêmes joueurs que nous envoyons et qui nous revenaient avec des paniers de buts qui sont allés et qui ont fait cet exploit et qui ont manqué de peu la coupe parce que nous, on a battu l'Algérie. Qu'est-ce qui dit qu'on ne pourrait pas encore battre l'Algérie? On ne va pas faire comme le président sénégalais qui a dit que le Sénégal a battu la France, donc le Sénégal est champion. Non, tout à fait, c'est possible. Le Bénin aussi est champion d'Afrique. Donc il va falloir qu'on accompagne ça. Et il n'y a pas de réforme sans grincement dedans. Machiavel a su bien le dire. Tout réformateur a contre lui les caciques à qui profite l'ancien ordre. Il n'a pas pour autant avec lui les sceptiques à qui devrait profiter le nouvel ordre. Mais je ne voudrais pas citer parmi les sceptiques mon vis-à-vis, parce que je sais qu'il n'est pas sceptique. Donc, c'est vrai que nous souffrons un peu, nous allons encore un peu souffrir, mais il vaut mieux qu'on souffre. Une fois de bon. Pour bien nous réjouir, pour mieux vivre demain. Merci. Monsieur Padahaï, nous sommes déjà au thème de notre émission. Oui. Un dernier mot. Je pense que le peuple béninois, je le réitère, doit fournir encore un effort gigantesque et pour tenir le rythme des réformes. C'est dur pour tout le monde, mais je pense que la pilule est amère, mais la guérison elle est certaine. Et puis, oui, c'est vrai, nous avons des sérieux problèmes et le président ne veut pas des solutions conjoncturelles, il veut des solutions structurelles. Il faut régler une fois de bon pour que le Bénin soit remis sur les rails. Et c'est pourquoi je partage totalement cette affirmation de Périclès qui disait qu'il est plus profitable pour les particuliers qu'une cité soit prospère dans son ensemble, qu'heureuse du bonheur de chacun de ses citoyens lorsque la prospérité générale est compromise. Et ça, le président de la République l'a bien compris. Il s'attelle nuit et jour pour que la prospérité générale soit une réalité, pour que le Bénin vive mieux et soit révélé. Bonne fête à tout le monde. C'est sur cette citation, oui. Non, vous aviez déjà exhorté le chef de l'État à accompagner. On vous accorde 30 secondes, rapidement. Merci. Pas plus que 10. Voilà, merci. C'est pour dire rapidement ceci. Vous savez, le Béninois est attaché à deux choses fondamentalement. C'est de manger, c'est-à-dire la prospérité, et de pouvoir se faire, de parler, de pouvoir se faire entendre. Donc, attaché à sa démocratie. Si nous pouvons faire l'effort de coordonner les deux, je pense que le Béninois et ses gouvernants regardons dans la même direction, comme l'a souhaité le chef de l'État. Monsieur Tométien, le président vous a certainement entendu. Peut-être qu'il prendra en compte toutes les propositions que vous lui avez faites. Amis téléspectateurs, merci. Nous n'avons pas la prétention d'avoir cerné tout ce dont a parlé le président de la République. Nous n'avons fait qu'opiner sur ce plateau. C'est des avis personnels. Merci de nous avoir suivis et prenez le prochain rendez-vous.